Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi de 21h à minuit, comme tous les soirs où c'est prévu. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les métanautes, bonsoir à la régie, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ou qui nous entendent, parce qu'il y en a qui nous regardent juste comme une radio. On les salue aussi pour une soirée spéciale. On va accueillir Olivier René. Bonsoir Olivier. Bonsoir Tepa, merci de me recevoir ce soir ici. Avec plaisir. Alors à pas confondre avec Wayne Rooney, comme vous dites, évidemment. Oui. Alors vous êtes, avant qu'on rentre évidemment dans l'ouvrage, pour vous présenter un peu, vous êtes cinémagicien, c'est ça? Voilà, donc ma formation de base, on va dire, c'est le spectacle de magie et une programmation culturelle autour de la prestidigitation. Donc je me considère effectivement, à travers les projets que j'ai menés dernièrement, comme étant un cinémagicien. Voilà, cinémagicien. Parce que c'est pas très commun comme... Je savais pas moi ce que c'était un cinémagicien en fait. En fait, le premier cinémagicien, c'est Georges Méliès. C'est l'univers du cinémagicien, c'est l'univers de Georges Méliès. Le premier qui va associer à la fois l'art de la prestidigitation au cinéma. C'est aussi le premier studio de cinéma, Georges Méliès, et les effets spéciaux. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Méliès le cinémagicien. D'accord. Alors vous avez beaucoup voyagé aussi oui, j'ai eu cette chance, ouais. Voilà, vous avez beaucoup voyagé. Et ce qui va vous amener à vous intéresser à pas mal de choses. Et en particulier, vous venez d'une région, on peut dire, de Rouen, donc ce qui est la région de Gustave Flaubert. Voilà, alors bon, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis né à Fréjus, mais je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai vécu 10 ans en Afrique. Et ensuite, j'ai passé 5 ans en Amérique du Sud. Et la vie, tout doucement, m'a ramené à Rouen, la ville de Gustave Flaubert. Voilà, donc la ville de Gustave Flaubert. Alors, Gustave Flaubert, évidemment, éminent écrivain français, oui. Qu'on apprend dans toutes les écoles. Et pourtant, il y a, on va dire, toute une partie de sa vie qui est un peu occultée, en tout cas, qui est très peu mise en lumière, c'est le cas de le dire, et qui est son appartenance, alors avérée, enfin supposée, en tout cas établie, on en parlera, à la franc-maçonnerie. Et on peut expliquer aussi il y a tout un milieu, parce qu'il y a un contexte historique assez particulier dans cette France du 19e siècle. Donc ça me permettra justement aussi d'y revenir. On est dans une France post-révolution, donc en plein essor industriel, on va dire, le 19e siècle, c'est un siècle quand même de technologie et de découverte. Donc Gustave Flaubert, lui, va avoir, on peut dire, une grande importance. Enfin, il fait partie d'une élite, on peut le qualifier comme faisant partie d'une élite, Gustave Flaubert. Alors, Gustave Flaubert est un privilégié. Alors, et c'est un privilégié pourquoi? Parce que déjà, son père est l'un des responsables de l'un des plus gros hôpitaux de France. On est à l'Hôtel-Dieu à Rouen. Et à partir de là, c'est un notable. Et entre autres, au niveau des fréquentations et des amis de Gustave Flaubert, eh bien, on a Alfred Guérard, entre autres, qui est le patron d'une société qui s'appelle la Luciline. La Luciline, voilà. Alors c'est très intéressant, effectivement. Et la Luciline, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la première raffinerie de pétrole de France qui exploite le brevet Rockefeller du pétrole lampant. Et donc, ce petit monde rouennais, eh bien, Flaubert en fait partie, et il fait partie, effectivement, d'une élite sociale, effectivement. Voilà. Et donc, Flaubert, comment dire, alors, justement, bon, il a, on va dire, voilà, donc plutôt bien né, on dira. On va dire qu'il est bien né. Il est bien né, il va, faire des études, puis après, il décide, en fait, de dire à ses parents qu'il va devenir écrivain, c'est ça ou... Voilà, c'est ça. Alors, pour faire plaisir à son père, il va faire des études de droit. A priori, ça ne fonctionnera pas, mais bon, je pense qu'il n'était pas très motivé. Et à un moment donné, il va voir son père, il lui dit, de toute façon, moi, je veux devenir écrivain. Et ça a du mal à passer, mais finalement, la raison aura force sur cette affaire, puisqu'il va devenir l'un des plus grands auteurs français et le père du roman moderne. Parce que
Alors, il faut rappeler, justement, alors, dans le livre, moi, j'ai trouvé que c'était très historique, parce que là, vous passez en revue tout un tas de personnages, hein, pas que Flaubert, d'ailleurs, et aussi le contexte historique très particulier, puisqu'il y a la Révolution française, donc vous revenez aux origines aussi, ce qui a précédé cette ambiance révolutionnaire. En particulier le fait qu'il y a eu de nombreux... Finalement, la franc-maçonnerie est très très présente au plus haut niveau de l'État dès le XVIIIe siècle. C'est quelque chose qu'on a très peu conscience. Oui, alors ça c'est... sans aller aux origines de la franc-maçonnerie française, on peut dire que Bonaparte va utiliser ce réseau pour contrôler la France. Donc il va faire en sorte que ce réseau devienne très puissant. Donc à partir de là, tout est canalisé autour de la franc-maçonnerie. Alors, en 1821, c'est la naissance de Flaubert, on est sous Louis XVIII, la fin du règne de Louis XVIII, qui est le conseiller de Louis XVIII, c'est Élie Decazes, qui était un suprême grand commandeur de rite écossais ancien accepté. Et là, effectivement, on s'aperçoit que Louis XVI, Louis XVIII, Charles X étaient francs-maçons, initiés à Versailles, etc., etc. Donc on s'aperçoit que la franc-maçonnerie a toujours été un axe du pouvoir en France, en Europe, que ce soit effectivement au XVIIIe siècle, sous Louis XV, puisque c'est Louis XV qui, quelque part, va restaurer la franc-maçonnerie jusqu'à nos jours. Ouais. Louis XV, il va avoir une importance, puisque lui, il va essayer au début de se séparer, c'est ce que j'ai compris, il essaie d'arrêter la franc-maçonnerie, mais bon, il ne peut pas vraiment, quoi. C'est pas ça. C'est que la franc-maçonnerie est un outil du pouvoir. Elle a une origine associée à la famille des Stuart. Lorsque Jacques II essaye de restaurer la religion catholique en Angleterre, il va être en quelque sorte débouté de son pouvoir par Guillaume II. Cette maçonnerie qui était déjà en France proche de la démarche catholique des Stuart, va en quelque sorte basculer du côté des orangistes, progressivement. Et au moment de la guerre à la suite de la guerre des 7 ans, donc c'est une guerre entre la France et l'Angleterre quant à la succession de la couronne d'Autriche, cette franc-maçonnerie va être interdite par Louis XV parce qu'elle ne sera plus sous contrôle vraiment des proches des Stuart, mais sous contrôle des orangistes. Donc ça devient un danger, un moyen de déstabilisation pour l'Angleterre, pour gagner la guerre, parce que c'est pas qu'une guerre sur le champ de bataille, c'est aussi une guerre dans le pays, de déstabilisation, de position, de trafic d'influence. Donc il va effectivement interdire cette franc-maçonnerie à cette époque, mais il va la reconstruire, la remettre en place en 1773, dans cette idée de remettre en fonctionnement ce réseau et de l'utiliser comme selon son rôle, c'est-à-dire comme un réseau d'influence, de recherche et de renseignement. D'accord. Alors, il y a plusieurs personnages, moi j'en ai noté, alors il y en a vraiment beaucoup. Alors, il y en a un qui est très important, c'est Philippe Égalité. Parce que, alors, qui c'est ce Philippe Égalité? C'est donc le duc d'Orléans, mais lui, il est grand maître du Grand Orient de France en 1773, mais c'est pas que lui qui reconstruit la maçonnerie, c'est les d'Orléans, mais aussi les Saint-Simon, il y a les Montmorency-Luxembourg, et il y a toutes les grandes familles royales proches de Louis XV qui vont participer à cette reconstruction de cette maçonnerie. Alors, le duc d'Orléans, lui, devient grand maître du Grand Orient de France, mais au bout du compte, c'est parce que c'est le plus proche du roi, qui était à la régence quand Louis XV était enfant.
c'était un d'Orléans. C'était un d'Orléans. Voilà, et le Philippe Égalité, son artifice. Voilà. Donc, c'est une affaire de famille, au bout du compte. Donc, on va avoir celui qui est le plus proche du trône, qui va être grand maître du Grand Orient de France. Et on retrouve ça aussi, d'ailleurs, sous Bonaparte, puisque le premier grand maître du Grand Orient de France, sous Bonaparte, c'est son frère. D'accord. Alors oui, Bonaparte qui va avoir un rôle, lui, il va s'appuyer aussi sur cette franc-maçonnerie. Il va la renforcer. Il va la renforcer. Tous les généraux, parce que souvent, les généraux de Bonaparte étant particulièrement francs-maçons, apparemment Marceau... Mais pas que les généraux, les simples soldats aussi. Oui. C'est une manière pour Bonaparte de souder l'armée, la franc-maçonnerie, de la rendre cohérente, et sur le champ de bataille, parce que tout le monde est frère, eh bien ça ne fait qu'un seul homme, et donc la puissance militaire est décuplée grâce à ça. On avait la même technique sous les Romains, sous l'Empire romain. Les soldats romains, eux, étaient initiés au culte de Mitra, qui est en quelque sorte un ancêtre de la franc-maçonnerie en règle générale, et initiés au culte de Mitra, tous solidaires, tous éventuellement un peu éveillés, et sur le champ de bataille, unis comme un seul homme. Et donc ça renforce, ça soudait les hommes, et ça les rendait encore plus forts sur le champ de bataille. Et est-ce qu'on est passé, on va dire, dans un XVIIIe siècle, d'une franc-maçonnerie plutôt philosophique, plutôt axée sur, humaniste, le mot est lâché, mais est-ce que ça dérive pas après? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'après, on arrive au XIXe siècle, et que finalement, cette tendance, on va dire, humanisto-philosophique s'écarte pour laisser place clairement au réseau d'affaires, au quelque chose, et par contre, avec un projet quand même politique et social derrière. C'est pas anodin. Quoi. Alors, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe après Waterloo. Après Waterloo, Bonaparte est obligé de partir du pouvoir, mais la franc-maçonnerie reste. Et donc ça devient en quelque sorte un réseau qui a un peu les mains libres. Donc qui va contrôler cette franc-maçonnerie, la gérer, etc. Bien, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, à travers cette lutte de reprise, de contrôle du pouvoir, c'est que ce sont les hommes les plus influents et les plus riches qui vont reprendre en main ce réseau. Et on a effectivement des grands financiers, on peut parler des Rothschild, des Rockefeller ou d'autres grandes familles qui vont en quelque sorte s'approprier ce réseau et pouvoir, à travers cet outil, qui est un outil quand même assez fort, organiser leur vision du monde en créant des zizanies, en mettant en place des divisions et tout doucement amener le pays sur un rail dont ils auraient vu la perspective. Alors moi, à la lecture du livre, mais bon, aussi avec toutes les informations qu'on recoupe sur cette organisation, on sent que la franc-maçonnerie... Bon, déjà, voilà, il y a le contexte particulier des réseaux, on voit bien qu'il y a un énorme réseau, mais il y a un but profond, alors vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, c'est est-ce que c'est, entre guillemets, de virer la religion catholique? Parce que moi, je dis virer la religion catholique au sens où le catholicisme, on sait qu'il a un grand pouvoir, il fait partie intégrante du pouvoir jusqu'à la Révolution française, où là, l'Église est écartée du pouvoir. Repris par Napoléon, on va dire, mais mis au pas, c'est un peu ça, le concordat, quelque part, c'est bon, vous allez pouvoir revenir, mais entre guillemets, maintenant, on contrôle ce qui se passe, vous allez plus pouvoir faire ce que vous voulez. Et est-ce que la franc-maçonnerie, justement, c'est pas ça de décatholiciser la France, d'ailleurs, comme vous l'écrivez? Est-ce qu'il y a vraiment un projet de dire, il faut que les Français, entre guillemets, ne soient plus religieux, ne soient plus catholiques? Alors, c'est un paradoxe de la franc-maçonnerie, puisque l'origine mystique, même à la rigueur initiatique de la maçonnerie, est associée à l'alchimie et au Stuart. Donc, on peut retrouver toutes les doctrines de la franc-maçonnerie à travers les ordres de chevalerie, et en montant sur des scientifiques qui étaient évêques, catholiques, etc.,
qui ont travaillé sur cette doctrine mystérieuse, mystique de la religion. Hein. Donc, quant à la décatholisation, quand on veut décatholiser, quand la franc-maçonnerie cherche à décatholiciser la France, c'est paradoxal. Ça peut pas être, c'est pas cohérent. Donc on est plutôt sur un mode de manipulation de puissance financière et industrielle pour amener le peuple à un état d'esprit qui va correspondre aux intérêts de ces industriels. Hein. Ça porte un nom, hein, ça s'appelle les contre-lumières, hein, et effectivement, au moment des contre-lumières, là, on doit être pratiquement au milieu du 19e siècle, hein, approximativement, ce qui va être mis en place, c'est la prise de contrôle des grandes familles et des industriels qui vont servir de ce réseau, non pas pour honorer le pouvoir en place, parce que le pouvoir a changé, hein, mais pour construire une politique, entre guillemets, bourgeoise, qui va leur permettre de pérenniser leurs profits. Donc tous les grands industriels français, parce que on est en pleine période de développement, donc pourquoi aussi, c'est quoi? C'est l'affairisme qui fait que tous ces gens adhèrent à la franc-maçonnerie? L'Église catholique, à partir de là, était en quelque sorte un obstacle, hein, à la démarche de mercantilisme. Hein. Elle devient en quelque sorte gênante, puisqu'elle va permettre aux familles d'être dans un axe moral, avec des règles bien précises qui vont permettre en quelque sorte une vie de famille épanouie. Sauf que ce n'était pas vraiment l'intérêt de ces industriels, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de franc-maçonnerie sur ce coup-là, hein, c'est plutôt qui contrôlait la franc-maçonnerie à cette époque-là, et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Eh bien, à ce moment-là, ces grandes familles, ces industriels veulent pérenniser leur pouvoir. Donc, décatholiser, enlever la laïcité, enfin décatholiciser, j'ai du mal à le dire, hein, le pays, c'est une manière de prendre le contrôle sur un système sacerdotal qui permettait un équilibre des familles. Et donc, c'est une forme de chaos, d'organiser un chaos social pour pouvoir créer un mode politique qui est connu aujourd'hui, qu'un mode politique qui s'appelle la synarchie d'empire, qui permet de garder le contrôle du pouvoir économique de quelques-uns aux dépens du plus grand nombre. Voilà. Et alors ce pouvoir économique, occulte, il va finir par s'imposer, et on va le voir arriver avec la Deuxième République, la révolution de 1848, puis on sait, l'histoire, Napoléon III va faire un coup d'État, quand bien même il fut président de la République. Voilà, il va devenir Napoléon III. Lui est quand même aussi mêlé à cette franc-maçonnerie encore. Tout à fait. De toute façon, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est que quand Napoléon III va perdre le pouvoir, on va avoir la République des Ducs. Mais la République des Ducs, c'est les mêmes qui dirigent, c'est les mêmes qui contrôlent. Et on s'aperçoit que ces gens-là contrôlaient aussi la franc-maçonnerie. Hein, donc, malgré la chute de Napoléon III, il réorganise un système politique qui va, de toute manière, en direction de leurs intérêts. Alors, il y a un exemple assez connu par rapport à ça, c'est le film avec Jean Gabin, Le Président, où il était à l'Assemblée nationale. Alors, il ne parle pas de franc-maçonnerie, mais il aurait pu dire « vous êtes tous des francs-maçons ». Mais il dit la France est dirigée par des syndicats d'intérêt. Des syndicats d'intérêt. Mais en même temps, on peut remplacer syndicats d'intérêt par franc-maçonnerie. Voilà, là on a une démonstration assez simple de ce que j'ai essayé de démontrer. Voilà. Alors parce que cette France-là, en plus, elle arrive donc voilà après Napoléon III, la défaite de Sedan.
Et puis il y a l'épisode de la Commune de Paris. Ça aussi, ça a un rapport aussi avec la franc-maçonnerie. Alors la Commune de Paris, c'est absolument extraordinaire parce que on voit défiler de hautes personnalités du Grand Orient de France, en disant nous, les francs-maçons, qui avons été à l'origine de la Commune, qui arrivent avec des banderoles et tout. Bon, là, on ne peut être que stupéfait, parce que à l'époque de la Commune, la franc-maçonnerie était du côté de Thiers. Hein. À l'époque, le grand maître du Grand Orient de France, c'est un dénommé Laribière, hein, et Laribière va être solidaire de son ami qui était Thiers. Hein, et les malheureux dissidents, parce qu'on on est sur une dissidence, hein, les malheureux dissidents, qui étaient pour plus de 1500, sur les 25 000 francs-maçons, les malheureux dissidents, eh bien, leur nom va être donné à la police de Thiers. Hein, et il aura la liste, et il les poursuivra tous, et soit il les déportera, soit il les fera exécuter, enfin ceux qui auront survécu barricade. Donc voilà, le Grand Orient de France, on pourrait dire que sur ce coup-là, il a été plutôt le pourfendeur de la Commune. Hein, et donc c'est surprenant de voir des personnalités arriver avec leurs banderoles, en disant nous qui avons été solidaires de la Commune. C'est un non-sens. Ouais, parce que donc c'est aberration, et puis après, ensuite, c'est la République. Après cette Commune qui s'impose. Après, c'est l'amendement Vallon, donc on est en 1875, qui va un peu trancher. Mais bien sûr, il y a eu quand même un relent monarchiste avant ça, mais au bout du compte, oui, progressivement, c'est la République qui va triompher. Oui, parce qu'il est question après de restaurer la monarchie, mais ça va. Tout à fait. Ça va pas se faire parce que semble-t-il, oui, il y a une histoire de drapeau. Le comte de Chambord refuse le drapeau, il dit non, oui, voilà, mon principe est tout, c'est voilà, ça. Voilà, ça devient compliqué. Donc là, on lui dit bon, vous êtes gentil, mais le drapeau pour être... Parce qu'en gros, tout le monde est un peu d'accord en fait pour faire revenir le roi, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de monarchistes, on nous dit la République, mais finalement, d'ailleurs, la première Assemblée nationale, je crois que la moitié sont les monarchistes, c'est un peu ça. Et finalement, tout le monde veut faire revenir le roi, mais ça capote, comme il refuse, etc. Et puis donc, cette République, elle s'impose un peu comme ça, finalement. C'est pas très très clair comment ça s'impose. Je pense que ce qui s'est passé, c'est pas compliqué, hein, c'est qu'il y avait le choix, effectivement, entre la monarchie et la République. Ce qui était beaucoup plus rentable pour ces syndicats d'intérêt, c'était la République. C'était la République. Donc ça a été choisi parce que ça permettait certainement plus de profit. Et un partage des richesses sans se faire la guerre, sans se tirer dans les pattes. Je crois que la République est arrivée pour cette raison. Et c'était pas du tout un choix en rapport avec l'humanisme ou une quelconque fraternité ou une quelconque égalité. Hein. D'ailleurs, c'est simple, hein, quand on voit ce qui s'est passé au niveau de l'industrie, même à la fin du 19e siècle, les pauvres étaient toujours pauvres, les riches étaient encore beaucoup plus riches. Hein. Donc, si la franc-maçonnerie avait été si humaniste et si efficace, on n'aurait pas eu tous les drames qu'il y a eu quand même. Hein. Donc, parce que la République, en plus, après, elle s'impose. Je veux dire, on va connaître les fameuses lois de Jules Ferry de 1881 qui vont consacrer le fait d'écarter encore un peu plus l'Église, puisque finalement, quand on nous parle d'école publique laïque obligatoire, en fait, c'est une façon d'écarter l'Église, puisque c'est l'Église qui est en charge de l'éducation avant 1881. Donc voilà, cette République, on voit bien que elle veut mettre de côté le catholicisme, et puis la consécration, c'est 1905. Le pouvoir doit changer, et le pouvoir, c'était quoi? Au niveau sacerdotal, c'était l'Église. Au niveau politique, c'était la royauté. Donc, on élimine la royauté. Et donc, il reste plus que l'Église. Si on veut changer le système sacerdotal, on est obligé de donner un coup de pied à l'Église catholique, hein, puisque c'est elle qui représentait ce pouvoir sacerdotal. Tout à fait. Et on le remplace par un autre pouvoir sacerdotal, hein, parce qu'il y a toujours besoin d'un système sacerdotal pour construire un pays. Et voilà. Donc la loi de 1905, c'est un moyen d'en finir avec quelques familles régnantes, soutenues par une église qui était, en quelque sorte, la dimension sacerdotale de ces familles. C'est ça, en fait,
la volonté d'éliminer l'Église catholique. Parce qu'en plus, il y a comment dire, depuis Napoléon, vous expliquez qu'il y a une espèce de tolérance religieuse envers les courants, entre guillemets, justement, qui ne sont pas ceux de l'Église, en disant, oui, la France, elle est faite de culte, elle est faite de gens... Et en fait, ça permet justement, on va dire, à ces organisations d'avoir pignon sur rue, de proliférer. On est presque, j'ai presque envie de dire, à l'aube du laïcisme dans le 19e siècle, c'est ça un peu? Alors, au niveau du rétablissement des cultes, Bonaparte va rétablir l'Église catholique parce qu'elle est fondamentalement encore majoritaire dans le pays. Les gens, tout le peuple est catholique. Donc, s'il veut régner sur la France qu'empereur, il ne peut pas ne pas remettre en place le catholicisme. Et d'ailleurs, l'enquête qu'il fera sur la question sera menée par la franc-maçonnerie. Et donc, cette enquête, quand Bonaparte l'aura dans les mains, eh bien, elle est claire. Le peuple est catholique, il faut rétablir l'Église catholique. Alors, quant au culte périphérique, en même temps, ils n'étaient pas si nombreux. Mais en même temps, c'est étonnant. Et donc, à partir de là, si on rétablit l'Église catholique, on peut aussi tolérer d'autres cultes. D'ailleurs, il va les tolérer, c'est une tolérance, c'est pas un rétablissement. On les tolère. Il y a une surveillance qui est menée sur ces cultes. Mais fondamentalement, il va remettre en place l'Église catholique parce que le peuple français, malgré la Révolution française, est resté catholique. Voilà. Mais il faut savoir qu'à la Révolution française, ensuite, on va interdire le catholicisme. En fait, il n'y aura plus le droit de pratiquer... Il va y avoir le culte de l'être suprême. Et effectivement, quelques personnes vont essayer d'étouffer le catholicisme en France. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Et ça va échouer. Et d'ailleurs, il va y avoir la terreur blanche après, qui était peut-être un peu plus terrible que la terreur sous Robespierre. Et la démarche révolutionnaire de Robespierre est un échec total. Parce qu'il ne pouvait pas convertir un peuple entier qui était catholique. On nous ferait croire que c'est le peuple qui s'est levé, mais non, c'est pas le peuple qui s'est levé, c'est quelques oligarques qui ont voulu imposer un idéal et une utopie contre la volonté du peuple. Le peuple est resté catholique, et c'est pour cette raison que Bonaparte va restaurer le catholicisme, parce que sinon, il ne pouvait pas aller en opposition avec la volonté du peuple. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. D'accord, parce que ce qu'on est suivi aujourd'hui, 200 ans après, la France est fortement décatholicisée. Oui, alors là, il y a eu du bon travail, qu'on va dire. Il y a eu une guerre, déjà il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la loi de 1905, et donc tout ça a bien lessivé le pays. Alors, la loi de 1905 aurait pu aussi échouer, mais la Première Guerre mondiale a tellement fait de dégâts au niveau des Français, des millions de morts, qu'après, l'affaire est compliquée. Mais en même temps, c'est pas pour ça que l'Église catholique n'a pas été présente, puisque après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, la France est toujours catholique. Et je pense que c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec des démarches qui sont de l'ordre de l'imposture, via certaines personnes associées à un parti politique, qui vont tout doucement mettre en place un système de laïcité en nous racontant des fausses histoires. Alors il y a une anecdote très intéressante sous Pétain, c'est la démarche du grand maître du Grand Orient de France, M. Groussier,
qui, avant même que le maréchal Pétain signe le décret de fermeture du canton de France, va le devancer en quelque sorte et livrer gentiment le nom de tous les francs-maçons au maréchal. Hein. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je pense que par rapport à la résistance française, la Gestapo a certainement dû avoir quelques facilités à suivre ces francs-maçons qui étaient des Français résistants, et à partir de là, les réseaux ont pu être démantelés assez facilement. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le temple du Grand Orient de France s'appelle le temple Groussier. Là, alors que c'est lui qui les a balancés. Vous avez vu qu'il a balancé. Ah oui, c'est lui qui alors, on nous fait croire que tout a été brûlé, effacé, déchiré. Mais non, 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 pas du tout. Hein. Tout a été avant même le décret d'interdiction. Tout était dans les mains du maréchal Pétain. Est-ce que oui, ce régime, on va de la police française de l'époque. Ouais, voilà, parce que le régime de Vichy, on peut dire, il a voulu clairement interdire la franc-maçonnerie en France. Hein. Effectivement, Vichy va interdire la franc-maçonnerie et les cultes secrets, mais il y a quelqu'un qui a pris les devants, c'est Monsieur Groussier. Voilà. Donc il y avait encore à cette époque-là une complicité, même si le Grand Orient de France a été fermé par le maréchal Pétain, entre la franc-maçonnerie et l'État, parce que la franc-maçonnerie, c'est l'État. Oui, d'ailleurs, il y a une formule que j'ai trouvée super. La République et les francs-maçons, la République et la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie à couvert, et la République, c'est la franc-maçonnerie à découvert. Bah, c'est un peu un outil pour la stabilité du pays. Hein. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les systèmes de surveillance qu'il y a aujourd'hui, surveillance caméra, etc. Donc, l'outil maçonnique est un outil de surveillance et aussi d'initiative politique. On ne peut pas prendre une initiative politique si on n'est pas informé de ce qui se passe. Hein. Donc, un réseau puissant, secret, permet d'avoir une remontée des informations de ce qui se passe dans le pays, dans les différentes régions, et ensuite d'agir politiquement sur telle ou telle région, tel ou tel habitant, etc. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit M. François Hollande, on ne peut pas être au sein du gouvernement et en République sans la franc-maçonnerie. Ça s'explique avec ce que je viens de dire. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'il avait déclaré. Voilà. Ah oui, parce que cette franc-maçonnerie, en plus, au début du XXe siècle, elle est extrêmement puissante, très présente, tellement que les journaux français en font état. Hein. Au début du siècle, on parle, on va dire, de façon très ouverte, que je crois que c'est plus de la moitié des députés sont francs-maçons, etc. Enfin, la franc-maçonnerie absolument partout. Et aujourd'hui, on voit ça, enfin... Les yeux bien pensants de notre époque disent « oui, ils étaient anti-francs-maçons, ils étaient antisémites, ils étaient... etc. » On les affûte de tous les mots. Mais finalement, c'était quoi de la liberté d'expression? Il dit on pouvait parler facilement de ces problématiques-là, quoi, en fait. Bah, on est à quelle époque, là? Je sais pas si Début du siècle, avant la Seconde Guerre mondiale. Ah, la Première Guerre mondiale, pardon. Donc on est en 1905, là. Voilà, 1900... exactement, à cette époque-là. Ouais. Bah, là, on est effectivement avec une maçonnerie. D'abord, on appelait ça la République des Frères. La République des Frères, qui ne se cache plus, mais en même temps, il n'y avait plus de raison qu'elle se cache, puisque, en quelque sorte, on avait affaire à une sorte de coup d'État où la maçonnerie va prendre le pouvoir, en quelque sorte, au détriment des familles légitimes, par exemple. Elles ne sont plus au service d'un roi, elles ne sont plus au service d'un empereur. Non, elle va former des cadres qui vont prendre le pouvoir et qui vont être au service de la franc-maçonnerie. On est dans un système totalement inversé à ce moment-là. Et donc, il n'y a plus aucune raison de se cacher. Hein. Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a autant de coupures de presse qui font tout à fait, de tout ça. Mais tout ça, on a l'impression que plus, par la suite, après, ça va être un peu rangé aux oubliettes. Mais après, ça va faire... de nettoyage. Ça va faire chuter le gouvernement, mais ce qui va vraiment... être le coup de cachère, c'est la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale. Bien sûr. 1905, 10 ans après,
Le chaos. Le chaos, effectivement, de la Première Guerre mondiale. On y reviendra. Il y a... D'ailleurs, on peut se poser la question du rôle de la franc-maçonnerie dans ce conflit-là. Dans ce conflit-là, voilà. Voilà. Tout est une affaire de société secrète, de magouille politique. Il y a un lien obligatoire entre ceux qui ont le pouvoir, les réseaux qui sont au service du pouvoir, et le conflit. D'ailleurs, je crois que c'est le Parti socialiste qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Oui. Hein, voilà. Ouais. C'est le Parti socialiste. Et d'ailleurs, comme le Parti socialiste fait toujours les choses bien, ils ont déclaré la guerre avant les moissons. Hein. Encore une fois, bon, ils ont fait très fort. Voilà. Alors, on va faire un peu de politique, avant de parler de Gustave Flaubert. Aujourd'hui, on est encore un peu dans cette situation. La franc-maçonnerie, le Parti socialiste, qui est la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, aujourd'hui, c'est une fédération du Parti socialiste. Et donc, quel c'est le coup? On sont en train de nous préparer. Justement, Flaubert, lui, il n'aimait pas le socialisme en plus. Hein. Oui. C'était on va dire, un fervent opposant à cette idée socialisante. Alors, il faut bien dire qu'apprend ses origines un peu avant lui, il y a le fameux Saint-Simon. Ah oui, là, le saint-simonisme, tout à fait. Oui, alors ça, Saint-Simon, pareil, personnage, bon, beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas. Pourtant, il est très influent. Alors, Saint-Simon est proche de la démarche de Chateaubriand. Donc, on est sur le génie du christianisme. Saint-Simon est quelqu'un de très catholique. Hein. On peut pas dire qu'il est dans une volonté de laïcité, hein, même si, au bout du compte, il est quand même le père du socialisme moderne. Hein. Mais Saint-Simon, lui, il est catholique, il cherche le renouveau du christianisme, le renouveau du système sacerdotal à travers le catholicisme. Progressivement, il va y avoir il va décéder après avoir fait des travaux sociaux, enfin sur la société importants, et son successeur, c'est le père Enfantin et Balthazar. Donc, et effectivement, les grands personnages, les hauts financiers, les banquiers et les grands industriels soutenaient le saint-simonisme. Hein. Haussmann est saint-simonien, les grands banquiers sont proches du saint-simonisme, et là peut-être effectivement à travers le saint-simonisme on peut voir cette prise de contrôle de la franc-maçonnerie pour gérer le pays, non pas comme le voulait Saint-Simon, c'est-à-dire que l'élite travaille pour le plus grand nombre, mais que effectivement le plus grand nombre soit esclave de l'élite. Donc la belle utopie de Saint-Simon, qui voyait ça à travers la doctrine de Newton, va être en quelque sorte inversée au cours du 19e siècle, hein, tout à fait, complètement. Oui, parce que le 19e siècle sera un siècle très dur de conflits sociaux. Pendant tout le 19e siècle, ça ne fera que, on va dire, avoir des conflits entre les ouvriers de l'industrie naissante et le patronat, pour avoir des droits supplémentaires. La révolte des Canutes, entre autres. Voilà. Donc il va y avoir... ça va être un siècle qui va être très, très secoué, justement, par toutes ces luttes sociales, mais qui sera aussi un siècle très prolifique en termes d'auteurs. Moi, j'en ai noté beaucoup qui sont dans le livre, parce que, évidemment, on rentrera encore plus sur le cas de Flaubert après, mais Balzac, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, George Sand, enfin, il y a quand même une liste assez incroyable, Maupassant, etc. On parle là de la crème de la... Et oui, et c'est une crème qui est fondamentalement proche. Ils sont pratiquement tous francs-maçons, hein, tous, c'est ça qui est fabuleux. On nous le cache, on nous fait croire que... là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui est assez rare à trouver maintenant, qui est édité aux éditions maçonniques, hein, et c'est La franc-maçonnerie et George Sand. Et donc l'auteur, qui est décédé, hein, donc je lui rends hommage,
commence par cette théorie que, a priori, George Sand ne pouvait pas être franc-maçonne, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le droit humain, il n'y avait pas de mixité, etc. Non-sens, non-sens. Elle mentionne, alors elle parle du père de George Sand, mais en disant que c'était un brave homme, etc., etc., elle parle de sa vie matrimoniale, mais à aucun moment, elle dit que son père est franc-maçon. Et à aucun moment, elle dit aussi que les enfants de francs-maçons étaient emmenés en loge dès l'âge de 5 ans. Et en quelque sorte initiés, hein, on appelait ça les letons. Hein. Et donc elle met tout ça de côté. Donc, au bout du compte, elle nous présente George Sand comme étant potentiellement proche de la franc-maçonnerie, en nous faisant croire qu'elle ne l'est pas. Et encore aujourd'hui, qu'elle ne l'était pas. Et encore aujourd'hui, nous on essaye, bon, évidemment tout ça est en train de tomber en déliquescence, de nous faire croire que ces grands auteurs, ces grands peintres, ces grands musiciens n'avaient aucun lien avec la franc-maçonnerie. Pourquoi? Bonne question. Alors qu'ils étaient pratiquement tous. Ils étaient pratiquement tous, et voilà, comme je disais, la crème aujourd'hui, ce sont les références absolues, quand même, de la liste, hein, c'est non exhaustif, bien sûr, mais ce sont les références. Alors, il y a des personnages dedans, bah voilà, Alexandre Dumas, très très connu, mais Bartholdi aussi, on lui doit la statue de la liberté, c'est ça. Tout à fait, hein, tout à fait. Là, on est complètement sur le culte de Mitra. C'est associé au culte de Mitra, la statue de la liberté. Hein. Ouais. Donc, force, là, c'est signé. Hein. Toutes ces forces. Eiffel, Viollet-le-Duc, Alfred Guérard, donc le patron de la première raffinerie de pétrole. Oui, Alfred Guérard. Et tous ceux qui étaient en vue. Au comité des forges, partout on trouve absolument... Tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette littérature qu'on nous met au premier plan, on ne peut pas nier le talent et le génie de ces écrivains. Oui, en même temps, c'est une littérature qui a été un peu aux mains de cette franc-maçonnerie. C'est donc une minorité d'écrivains de génie. Où est le gros du génie français? Dans les manuscrits, j'imagine. Hein. En tout cas, eux, ils ont été mis en avant, quoi. On peut dire que c'est vraiment... ils ont servi une cause. Parce que ce sont encore, jusqu'à aujourd'hui, les références, de lire les livres à l'école, etc. Une œuvre qui est une flagrance du service de la littérature au profit de cette franc-maçonnerie, c'est Joseph Balsamo, d'Alexandre Dumas, où en quelque sorte il révèle un peu cette démarche, on va dire, de complot, hein, parce que c'est Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, c'est un complot. Hein. Alors qu'il nous montre un peu les participants, il nous parle de... Alexandre Dumas aime beaucoup les complots. Oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est un peu tous ceux qui se rassemblent au début de ce roman, et on a... alors tout le monde se nomme, sauf un, qui dit « vous connaissez mon nom », etc. Et celui-là, c'est Adam Weishaupt. Ah ouais, oui. C'est Adam Weishaupt. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le Philippe Égalité. Non, c'est Adam Weishaupt. Alors, Adam Weishaupt, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on balance un nom, nous on connaît, c'est Mac Ponspi plus 8, mais il faut connaître, c'est le fameux chef des Illuminés de Bavière. Voilà, c'est ça. Donc, qui est le papa des Illuminati, hein, pour le dire vulgairement, donc qui a conspiré, parce que, alors là par contre, l'histoire est tout à fait authentique. Il s'était fait prendre en Bavière par la police, c'est ça, il y a eu un accident je crois, et puis c'est par hasard, enfin on sait pas trop. Il y a eu quelques crimes au passage, on récupère, en tout cas la police met la main, en tout cas sur les documents de cette société, visiblement sont horrifiés de ce qu'ils disent, c'est une espèce de grand complot, déjà au XVIIIe siècle, il y a déjà des complotistes, ceux qui disent, parce que là c'est un espèce de grand complot généralisé, on va dire, sur l'Europe, et il est déjà mentionné, alors moi je sais pas, j'ai jamais eu ces documents en main, mais certains expliquent que dans ces documents on retrouve déjà l'essence de la Révolution française, parce qu'il parle d'une machination contre la France. Oui, alors là c'est
il faut lire le livre d'Alexandre Dumas, Joseph Joseph Balsamo. Je conseille ça au lecteur, celui-là est facile à parce trouver. que là, on ne pourra pas dire que c'est une invention contemporaine. Enfin, celui qui a rédigé cet ouvrage est un auteur célèbre. Ouais. Voilà, Alexandre Dumas. Et en fait, il donne au début de son livre les noms de ceux qui sont à l'origine du complot. Donc il n'y a pas que les Illuminés de Bavière, il y en a d'autres. Hein. Et si vous voulez avoir la liste des noms, eh bien, lisez le livre d'Alexandre Dumas et vous aurez la liste des noms. Et oui, là on est sur une position de complot qui va amener la Révolution française, mais elle est sous couvert de la guerre des 7 ans. Et donc sous couvert d'un conflit dur entre la France et l'Angleterre. Et donc, là, on peut se poser la question de savoir si l'Angleterre n'a pas eu un rôle prépondérant dans la Révolution française et dans la chute des Bourbons, puisque c'était quand même leurs pires ennemis, hein, associés aux Stuarts, avec une guerre sans merci. Tout d'un coup, eh bien, ils vont quelque part pour eux, c'est une grande victoire. C'est une aubaine parfaite. Voilà. Donc, je pense que plus qu'une démarche de complotiste associée à une franc-maçonnerie obscure ou je ne sais trop quoi, on peut dire que sur ce coup-là, les Anglais ont gagné. C'était leur volonté, c'était leur finalité, éliminer le roi de France. Éliminer le roi de France. Bien sûr, c'était le pire de leurs ennemis. Alors, on peut imaginer, alors là, ce qui est intéressant, c'est un peu de décortiquer les noms de cette confrérie associée aux Illuminés de Bavière, et de savoir quelle était leur proximité avec les orangistes et l'Angleterre. Et là, pour quelqu'un qui creuse un peu, eh bien, il aura un peu peut-être les clés de la Révolution française et le rôle que l'Angleterre a eu dans ce massacre. Mais surtout qu'on accuse certains révolutionnaires de l'époque d'être des agents britanniques. Voilà, c'est ça. Beaucoup, hein. Bah, on est fondamentalement dans une opération secrète et discrète de la couronne d'Angleterre pour en finir avec la famille de Bourbon et créer le chaos pour garder un contrôle sur l'Europe. D'ailleurs, alors il y a plein de liens improbables. Bon, c'est pour ça qu'on fait comme ça aussi des flashbacks, parce que à un moment donné aussi, tout à l'heure on a parlé de la Commune, mais les communards vont faire appel à Garibaldi. Alors ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé, mais bon, je pense que Garibaldi était un homme de bon sens et il a refusé. Il a refusé, voilà. Garibaldi, unificateur de l'Italie. Voilà, Et oui, ils ont essayé de passer par cette armée garibaldienne pour essayer de vaincre Thiers. Hein. On peut se poser aussi de la question de la participation de Mazzini. Mazzini, voilà, alors ça c'est un personnage aussi très étonnant. C'est un personnage étonnant, oui. Et un personnage étonnant qui a une riche correspondance avec George Sand en 1848. Oui, voilà, donc il correspond beaucoup avec George Sand, et Mazzini, c'est aussi l'ami de Albert Pike. Alors ils ont des liens, en tout cas, établis, Albert Pike. Et Albert Pike, pour rappeler le CV, parce que aussi, voilà, il faut rappeler un peu le CV quand même des personnages à chaque fois, ancien général confédéré, qui à la base de la création du Ku Klux Klan aux États-Unis et qui deviendra le grand maître de la loge. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir au moment de la création du Grand Orient de France, l'essaimage, entre autres, de la mère loge de Marseille jusqu'en Louisiane. C'est-à-dire que la Louisiane va devenir un centre de la franc-maçonnerie aux États-Unis. Alors, donc, on est effectivement avec Albert Pike sur une personne qui a été initiée en Louisiane. Et ce personnage a bénéficié de ce réseau pour arriver au plus haut degré de la franc-maçonnerie. Bon, après, on a toutes les histoires. La fameuse lettre d'Albert Pike. D'ailleurs, c'était une lettre à Mazzini. C'était une lettre qu'il envoyait à Mazzini, dans laquelle il lui décrirait un peu les plans. Donc, George Sand et Albert Pike ont communiqué avec Mazzini. Avec Mazzini, quoi. Voilà. Il faut savoir que George Sand était quand même l'ami de Flaubert. Voilà. Donc, on fait le. Là, on peut faire des associations. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Flaubert lui-même
établi qu'il était franc-maçon quand même, pour vraiment toutes les on va dire, toutes les preuves accumulées. Oui. Là, j'ai ramené quelques photos là, qui... Oui, elles passent en plus. Qui montrent un peu ça. Ouais. Et donc, oui. La franc-maçonnerie de Gustave Flaubert, on ne peut plus douter. On peut plus douter. Ça a été caché. Rien que cette image qu'on voit de voilà. Alors Flaubert, quand il est avec cette tenue, ils ont essayé de ce tableau, je crois, on a essayé de le mettre de côté, on voulait pas trop... Alors, il y a eu, mais ça, je pense que c'est dû à l'ignorance d'un universitaire rouennais, qui voyait dans ce tableau quelqu'un d'autre que Gustave Flaubert, parce que Flaubert fumait la pipe et non pas le cigare. Ouais. Bon, ça, c'est un manque de culture générale, puisque, a priori, quand on pose en chèque turc, on a forcément le cigare à la main. Ça fait partie du costume. Bon, c'est une erreur. Bon, ça peut arriver de se tromper, pas non plus l'accabler. Et donc, à travers ce tableau, eh bien, on a les couleurs fondamentales de la franc-maçonnerie, et on peut faire une comparaison. Le bleu et le rouge. Le bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge aussi. Ouais. Or. Donc l'or, on le voit, c'est un peu le crâne, c'est cette lumière qui est en quelque sorte son turban, la conscience, le turban. Or, le bleu, c'est la nuit. Alors là, on voit pas très bien, mais il y a des étoiles sur le manteau de Gustave Flaubert. On retrouve ça aussi sous le fauteuil du Vénérable avec George Washington. Donc c'est la voûte étoilée. Et le rouge, bon, c'est l'aube, c'est aussi le sang, c'est la naissance. Et on a derrière ce symbolisme, eh bien tout simplement les fondements du mitraïsme. On retrouve ça, on retrouve le culte de Mitra à travers ces dessins, ces tableaux. Et bon, on peut même résumer l'affaire du culte de Mitra avec le tableau français bleu, blanc, rouge. Rouge, l'aube. Ouais. Blanc, or, le soleil à midi. Bleu, la nuit, la voûte étoilée. Voilà. Vous voyez, on retrouve ça. D'accord. Qui deviendra le symbole de la France. Voilà, le drapeau français qui est d'inspiration maçonnique, qui est associé au culte de Mitra. D'accord. Voilà, tout à fait. Ça va rassurer tout le monde. Parce que alors, Flaubert, lui, il va aussi effectuer un voyage en Égypte. Un voyage en Égypte. En 1849. Alors ça, c'est très très important parce que c'est une partie de notre histoire un peu moins connue, c'est les liens que la France entre avec l'Égypte, et des liens très forts. Des liens très forts qui sont associés à l'industrie du coton. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte est le premier producteur de coton au monde. Et qui sont associés aussi à une politique, entre autres à l'époque de Gustave Flaubert, c'était la politique de Louis-Philippe, qui est, à travers le saint-simonisme et la franc-maçonnerie, de donner l'autonomie à l'Égypte. Bon, c'était un moyen aussi de combattre l'Empire ottoman. Et quand Flaubert part en Égypte avec Maxime Ducamp, eh bien on s'aperçoit que tous les personnages qu'il va rencontrer sont des hauts gradés, des personnalités de cette franc-maçonnerie. Alors, ils arrivent à Marseille, ils rencontrent qui? Claubet. Claubet, qui est en quelque sorte proche de Mehmet Ali, son Mehmet Ali, donc c'est le pacha d'Égypte. Le pacha d'Égypte. Voilà. Le pacha d'Égypte, quand Gustave Flaubert arrive en Égypte, le pacha Mehmet Ali vient à peine de mourir. Et donc, Claubet, c'est le proche de Mehmet Ali, et c'est aussi celui qui va rendre compte à la franc-maçonnerie, entre autres à la Grande Loge, à la Mère Loge de Paris et de Marseille, des événements et de l'évolution de la stratégie de Louis-Philippe en Égypte. Donc c'est lui qui va donner les lettres de recommandation à Gustave Flaubert et à Maxime Ducamp pour qu'ils soient en quelque sorte accueillis comme des princes
à leur juste titre, donc en tant que maçons, par les plus grands du pays de cette époque. Donc, première rencontre, Clobet. Alors, on peut parler aussi de Clobet longtemps, donc, voilà. Dans son travail de remédicalisation de l'Égypte, mais on va mettre ça de côté. Donc ils arrivent à Alexandrie, et là, ils vont rencontrer l'homme le plus puissant du pays. Et l'homme le plus puissant du pays, c'est Soliman Pacha, hein, et ancien de l'armée de Bonaparte, et qui est, à cette époque, le chef des armées en Égypte. De Mehmet Ali. Et donc, on a encore avec lui une personnalité de la franc-maçonnerie, puisque, au bout du compte, au service de la France, via cette franc-maçonnerie. Donc, il est... quand on suit un peu le parcours de Gustave Flaubert et de Maxime Ducamp en Égypte, eh bien, on voit que tous ceux qui rencontrent sont pour la plupart, sont francs-maçons associés à ce Grand Orient, qui est le Grand Orient, qui est aujourd'hui le Grand Orient arabe. Hein, et voilà, bon, ça c'est encore une preuve évidente de la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Ils ne pouvaient pas être accueillis comme des princes, ouais, ils auraient été accueillis à la cour, au Caire, hein, par Abbas Pacha, le petit-fils de Mehmet Ali. Ils vont rencontrer Linon de Belfond, qui est quand même celui qui était à l'origine du canal de Suez, qui était presque le bras droit politique de Mehmet Ali. Ils vont rencontrer Lambert Bey, qui est à l'origine de l'école polytechnique de Boulac, d'ailleurs école polytechnique qui va former l'élite égyptienne et qui, au fur et à mesure du temps, va donner les frères musulmans. Donc on voit, à travers leur voyage, l'évidence de leur appartenance à la franc-maçonnerie. S'ils avaient été des clampins moyens, ils n'auraient pas eu cet accompagnement, jusqu'à être escortés par des militaires de l'armée de Soliman Pacha. C'est impossible de vivre un voyage aussi luxueux, même si c'était pas si luxueux que ça, mais aussi riche en rencontres, sans faire partie de cette maçonnerie égyptienne. Alors parce que la France, elle a des grands projets quand même en Égypte. Bah, c'est le canal de Suez. C'est le canal de Suez. Alors lui aussi, que des francs-maçons derrière. Oui, Suez. Tout à fait, puisque, bon, au bout du compte, la démarche de Bonaparte, quand il envahit l'Égypte, quand il met en place la campagne d'Égypte, c'est justement d'empêcher le commerce et d'étouffer financièrement l'Angleterre. Alors son projet, entre autres, c'était de redécouvrir le canal des Pharaons. Alors le canal des Pharaons, c'est passer de la mer Rouge et arriver au Nil, et ensuite rejoindre la mer Méditerranée. Et donc ce projet de canal de Suez, hein, est aussi une manière de briser le monopole économique des Anglais. Hein. Et donc l'indépendance de l'Égypte vis-à-vis de l'Empire ottoman, la construction d'un canal de Suez, à Suez, était deux manières politico-militaires de rompre avec la domination de l'Angleterre sur l'Europe. D'accord. Dans le monde, même. Dans le monde. Eh bien, on va faire une petite pause. On est déjà... c'est passé comme ça. Oui. La première partie. Et puis, voilà, on a encore pas mal de sujets à aborder. Et puis, de toute façon, on se rejoint juste après. À vous, la régie.